On entend souvent dire que la politique s'est éloignée du terrain, que le mandat national se déconnecte de la réalité locale. Mais face à moi aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui revendique l'inverse. Monsieur le député Éric Michaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'homme de l'industrie, le patron du groupe Galilée, que certains présentent comme un manager paysan. Oui, si paysan veut dire bon sens, alors oui, c'est vrai, de terrain. Vous êtes ancien maire d'Épervan, Oui. donc plusieurs fois, vous avez eu plusieurs mandats. Vous êtes désormais la voix de la 4e circonscription de Saône-et-Loire à l'Assemblée. Oui, c'est ça. Je voulais vous parler de l'Union des droites à Louhans. Pour les municipales de Louhans, vous soutenez officiellement le candidat investi par le RN. Est-ce que cette ville doit devenir, selon vous, le laboratoire de l'Union des droites pour enfin proposer une alternative à la gestion actuelle ? Laboratoire, est-ce que Louhans doit devenir le laboratoire de l'Union des droites ? Pas obligatoirement, puisque le schéma se fait déjà sur d'autres villes, et sur d'autres villes qui ont de la Saône-et-Loire, plus importante que Louhans, et qui ont démarré l'Union des droites, et il y a déjà plusieurs mois, et même, on pourrait presque pratiquement dire, depuis l'année dernière. Donc il n'y a pas de laboratoire particulier sur une ville plutôt que sur une autre. Il faut reconnaître que sur Mâcon, ça a pris une bonne tournure, puisque toutes les droites sont réunies à Mâcon, avec un candidat, Baptiste Delcroix, qui je pense va être élu maire, très très bon candidat, et il a été capable de faire l'union, on pourrait dire l'union du bon sens. Du bon sens, puisque à gauche il se fait des unions, pourquoi il n'y aurait pas des unions à droite? Je me suis lancé dans ce projet-là quand j'ai été élu député, qu'il n'y aura pas de possibilité pour la droite de gagner tant qu'elle sera continuellement désunie, et que chacun défendra sa petite chapelle. Donc voilà. Donc il n'y a pas de laboratoire en particulier. Il y a un accord entre l'UDR, le RN et d'autres mouvements politiques que quand un des mouvements politiques dont je parle là présente un bon candidat et qu'il est investi par les partis, à ce moment-là on le soutient. C'était le cas à Mâcon. Je pense qu'à là, parce que c'est la plus grosse, ça va être la ville-préfecture, donc ça va être l'élection de référence, je pense, départementale. Il y a d'autres communes où ça se passe comme ça, avec d'ailleurs des logos ou pas de logos d'ailleurs, UDR, RN ou X ou Y, souvent des gens qui sont à droite, ou qui sont de bon sens, qui ont envie de développer leur commune et faire vivre leur commune. Eh bien, on sera à leur côté. Pour ce qui est de Louhans, c'est effectivement un jeune qui se présente, Étienne Clerc, qui est un jeune de la région, qui connaît bien la ville. L'accord politique étant ce qu'il est, je le soutiens. Je voudrais revenir donc à mes premières questions qui concernent le financement des associations. Votre don personnel est un geste fort, mais il ne peut pas tout régler. Au niveau de la loi, à Paris, quel levier vous pouvez activer pour garantir un financement durable à nos associations, et plus particulièrement sur le bassin louhanais ? Entre nous, c'est pas tellement à Paris que ça se passe. Il y a différentes études qui ont été faites. D'ailleurs, il y a eu toutes les discussions au Parlement. Il y a d'ailleurs une loi qui va sortir, enfin qui devait sortir, qui a prêté à beaucoup d'échanges et à beaucoup de débats sur la possibilité pour des donateurs de défiscaliser à travers, attention là la subtilité est particulière, à travers un crédit d'impôt sur les aides qui seraient données aux associations jusqu'à 75% et jusqu'à un montant de 2 000 €. Alors quand on fait le calcul de ça, je pense que ceux qui ont proposé ça n'ont même pas fait le calcul de ce que ça pouvait représenter en termes de milliards d'euros que l'État devrait dépenser par rapport à cette possibilité d'allègement fiscal. Alors voilà, donc il y a toutes sortes d'idées diverses et variées qui sont présentées à l'Assemblée nationale pour aider les associations. Et effectivement, il faut aider les associations, il faut aider surtout tous ces gens qui se donnent beaucoup de mal au quotidien, les présidents, les trésoriers, et puis tous les membres des associations. On a besoin d'eux pour faire vivre nos territoires, malheureusement.
J'ai malheureusement, parce qu'il y a plein d'associations des fois où ça pourrait être des services de l'État qui disparaissent et qui sont aujourd'hui repris par des associations. En ce sens, j'ai pensé que il y a beaucoup de retraités dans ces associations, des retraités jeunes qui se donnent beaucoup de mal, et vouloir les taxer comme ça a été fait sur leur retraite, c'est une manière pour moi aussi de ne pas reconnaître tout le travail que font ces jeunes retraités qui ont 62, 60, alors 63, 64, 65, jusqu'à 70, 75. Mais on est même jeunes retraités à 80 ans, il y en a des très forts et des très dynamiques, hein, moi j'en connais, c'est très bien et c'est extraordinaire d'ailleurs, je suis admiratif. Et donc, de laisser ces gens qui donnent de leur temps et parfois aussi de leurs moyens pour ces associations, il faut le reconnaître. Alors, l'Assemblée a des orientations pour aider les associations, mais après c'est très complexe parce que différents types d'associations dépendent de différents budgets de l'État. Par exemple, une très belle association qui est Radio Bresse, vous êtes vous-même dans ce métier-là d'ailleurs, qui se faisait aider de manière importante depuis des années par l'État. Et tous les ans, c'est la deuxième année, 50 ans non plus, je me bats pour que les subventions soient maintenues pour Radio Bresse, qui est une très très belle radio, comme la vôtre très certainement aussi. Mais vous voyez, les choses sont assez diffuses, assez confuses quand même. On se défend sur chacune des lois qui touchent au monde de l'association. Je disais aussi que le monde associatif est largement aussi dépendant des élus locaux. Élus locaux, que ce soit les collectivités de communes ou collectivités d'agglomération, mais surtout des mairies. Et des mairies qui aident de différentes manières, et sur Louhans qui aident plutôt à travers le prêt de salle, des aides diverses et variées qui ne sont pas obligatoirement de l'argent. Est-ce que vous êtes favorable pour mettre en place un statut du bénévole? Est-ce que c'est possible? Ouais, c'est une très bonne question. Moi, de manière comme ça, la question venant comme ça, personnellement, oui, un statut de bénévole. Après, c'est la difficulté à mettre en œuvre. Mais qu'il y ait un statut de bénévole, effectivement, parce qu'il y a aussi des choses dont il ne faut pas oublier, c'est que les présidents de ces associations, comme les trésoriers secrétaires, parce que comme vous savez, il faut au moins 3 personnes, sont pas rémunérés, généralement. Ça dépend des associations. On peut y avoir des associations où, en mode associatif, ça peut exister, mais c'est très très rare. Mais ils prennent des responsabilités. Vous organisez quelque chose sous le mandat d'un président, vous prenez une responsabilité énorme. Vous prenez, j'ai souvent ici à la permanence gens qui veulent organiser des événements, des grands repas, des banquets ou des fêtes diverses et variées, je leur dis, assurez-vous bien, parce que quand même, vous prenez des risques. Donc il y a une notion de risque, à mon sens, et d'engagement, à mon sens, qui devrait trouver un écho sur la reconnaissance de ça, que ce soit financier ou autre, d'ailleurs on ne parle pas que financier, mais un certain statut quand même. Au niveau civil, protection juridique. Oui, ça c'est, oui, j'ai déjà assisté à des débats en ce sens-là et je suis assez favorable. Je voulais revenir un petit peu sur le travail, sur le paradoxe bressan, je l'appelle comme ça. Nos entreprises locales ont du travail, mais apparemment on nous dit personne pour le faire. Alors c'est le grand paradoxe. Concrètement, comment peut-on réconcilier nos jeunes avec ces métiers manuels et techniques qui peinent tant à recruter? Alors, à nouveau, vous avez une bonne question, celle-là est fondamentale aussi. C'est comment notre artisanat peut continuer à vivre dans le territoire rural dès lors qu'on dit que les jeunes s'y intéresseraient moins. En fait, les jeunes continuent beaucoup à s'intéresser à l'artisanat. Ce matin, on était chez un boucher de la ville, à le féliciter. Il aura, durant sa carrière, il a encore bien du temps à faire, formé plus de 25 jeunes en formation professionnelle. Donc il s'est donné beaucoup de mal. Et ce qu'il me dit, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes s'intéressent encore beaucoup aux métiers de l'artisanat, notamment les métiers de bouche. Il y a une sorte de regain des métiers manuels. Depuis une dizaine d'années, il y a des moyens qui ont été mis en œuvre pour, à nouveau, aider les entreprises et nos jeunes à aller vers les métiers manuels, parce que c'est les métiers en tension. Je parlais des métiers de bouche, vous retrouvez pareil dans le bâtiment, dans l'artisanat, dans l'industrie, vous retrouvez la même chose. Les jeunes sont passionnés dès lors qu'on les aide aussi à s'intéresser à ces métiers. Et dès lors que
on tire le côté péjoratif du métier manuel. Le métier manuel de ma génération, c'était, on va dire, c'était ceux qui n'avaient pas de prédisposition à des métiers plus, entre guillemets, intellectuels. C'est une fausse idée des choses, puisqu'il y a une forme d'intelligence de la main qui est des fois bien supérieure à l'intelligence du cerveau. Il y a des gens extraordinaires qui se sont exprimés avec cette intelligence, je disais, de la main, à créer des choses. À créer, que ce soit des œuvres d'art, que ce soit des maisons, que ce soit, voilà. Il n'y a pas une seule intelligence, il y en a de multiples intelligences. Et là, on avait, depuis quelques années, amélioré ça. Je vois dans l'industrie, quand vous êtes dans l'industrie que je connais, vous l'avez souligné tout à l'heure, quand vous fabriquez une pièce, une rondelle, je prends une rondelle, ouais, derrière un tour, ça peut paraître un peu, disons pas genre assez, il fabrique des rondelles, non. Il fabrique une pièce qui va aller sur un avion, sur le Rafale. Un tailleur de pierre, il n'est pas en train de tailler des pierres, il est en train de tailler les colonnes d'une cathédrale. Il fabrique une cathédrale. Donc on est en train de dire qu'en fait, le métier manuel a une intelligence, je pense même parfois supérieure au métier de tout ce qu'on voit qui utilise soi-disant une autre forme d'intelligence administrative, mathématique ou ce que vous voulez. Donc par contre, là où je me bats, c'est que les moyens de l'État aujourd'hui sont en train de baisser pour aider la formation professionnelle et les entreprises qui aident à rentrer des jeunes en apprentissage. C'est très important. D'ailleurs, l'entreprise est très appréciée par les jeunes. La jeunesse adore l'entreprise parce que c'est le dernier lieu, très provocateur, je dirais, c'est le dernier lieu où il existe des règles et des valeurs. Il faut essayer d'être à l'heure. Il faut respecter son chef parce qu'il a la connaissance, généralement. Il y a un certain nombre de règles et on s'aperçoit que la jeunesse recherche ces règles. D'ailleurs, le président de la République, il a la grandiose idée de dire on va réouvrir le service militaire à ceux qui voudraient bien. Ok, bon, peut-être c'est une bonne idée, j'en sais rien. J'ai bien mon idée quand même. Mais vous prenez par exemple les pompiers. Il y a beaucoup de jeunes qui aiment être pompiers. Pourquoi ? Parce qu'ils rentrent dans un système, il y a des règles, il y a des valeurs, il y a un projet, on va vers quelque chose. Et donc, l'artisanat est très important parce qu'il va répondre partiellement, en tout cas à votre question, c'est pourquoi il y a tant de travail. Au fond, il y a un manque. Alors moi j'ai pris l'angle très positif de la formation, mais après il y en a bien des qui pourraient aller travailler, qui préfèrent rester à la maison, parce qu'ils sont à la limite mieux payés à rien faire qu'à travailler. Alors on va pas rentrer dans la polémique, mais il faut bien reconnaître qu'elle existe. Une toute dernière question, qui est à mon avis très importante, c'est ce qui concerne l'agriculture. J'appelle ça aussi, je l'ai sous-titré, l'étau européen. Nos agriculteurs sont pris en étau. D'un côté, les normes européennes, de l'autre, la survie économique. Comment vous battez-vous à Paris pour qu'ils deviennent les sacrifiés de Bruxelles, en fait ? Voilà, c'est un thème intéressant, mais d'ailleurs il aurait pu faire le thème complet d'un entretien entre nous, hein, tellement il est important. On va avoir quelques minutes, alors qu'il ne se traite pas en quelques minutes, c'est assez complexe. C'est la complexité de pouvoir dire à des jeunes « venez vous intéresser à l'agriculture, c'est un métier d'avenir ». Ah oui. Alors les jeunes se posent la question, est-ce que c'est un métier d'avenir ou pas ? Tout est fait aujourd'hui, pensez que non. Quand vous voyez la difficulté aujourd'hui qu'ont des agriculteurs à vivre, on ne peut pas dire à survivre, dans des conditions aujourd'hui géopolitiques où ils ne se sentent pas soutenus, défendus. Vous avez évoqué les normes européennes. Si avec les normes européennes, c'est même pas encore le sujet, c'est la surtransposition des normes et des lois, puisque la France a quand même le sacre de champion du monde des normes, où les normes qui viennent de l'Europe sont surtransposées, c'est-à-dire que nous, on impose plus à nos agriculteurs en local que ce que veulent les normes européennes. Ce qui fait qu'on met des contraintes à nos agriculteurs français par rapport aux agriculteurs italiens, aux agriculteurs espagnols, ou portugais, ou autres, même allemands, ou hollandais. Ce qui fait qu'on fait travailler nos agriculteurs avec plus de normes que les autres Européens. Alors c'est déjà pas facile. La deuxième chose, c'est que on importe des produits qui vont venir de tous les coins du monde, que ce soit sur la viande, sur les légumes, sur ce que vous voulez, sur les poulets d'Ukraine, qui reviennent d'Ukraine, des poulets à 2 € le poulet, je ne sais même pas comment on peut faire des poulets à 2 € le poulet, qui n'ont pas les mêmes normes que ceux qui produisent les poulets en France.
Et ça fait une concurrence qui est déloyale, puisqu'on va rentrer en France des produits qui sont dans des normes inférieures à ce qu'on oblige nos agriculteurs. C'est de la concurrence déloyale. Donc il y a une forme de concurrence déloyale d'un peu partout. Et donc il faut se battre pour eux. Vous savez que je le fais du mieux qu'il m'est possible au Parlement. Je me suis battu contre le Mercosur tel qu'il est en train de se faire, ou en train de sacrifier l'agriculture au profit de l'industrie automobile allemande. Notre agriculture française, ça c'est pas acceptable. Je vous remercie de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie parce que chacun des thèmes que vous avez évoqués aurait pu faire l'objet d'un entretien complet tant ils sont importants.